Il y a 17 ans, quand j'ai commencé, on faisait 3000 pieds carrés à l'heure. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le double, 6000 pieds carrés à l'heure. Qu'il y ait plus de petits sevrés par truie. Actuellement, on vire alentour de 20 porcelets sevrés par truie ici, mais on vise 22, 23, 24. Notre revenu annuel par employé est d'environ 300 000 $. Il y a 3 ans, il était de 150 000. Ça nous prend donc 2 fois moins d'employés aujourd'hui qu'il y a 3 ans pour générer le même revenu. Très vite aujourd'hui. La concurrence est féroce, les clients sont toujours plus exigeants, l'évolution technologique s'accélère à une vitesse foudroyante, tout va très vite. Et il faut pouvoir plaquer à cette réalité. On ne peut plus avoir des individus qui sont simplement des salariés et puis qui exécutent avec tout en haut de la pyramide des chefs qui décident, qui pensent. Aujourd'hui, il faut que tout le monde se mette à penser. Nous avons été invités à participer à une semaine de séminaire qui est composée à la fois d'une activité de rafting, où on passe une partie de notre temps à apprendre et à vivre une expérience de rafting. Et parallèlement, une partie de nos activités se déroule dans une salle où on travaille sur des comportements managériaux, en tentant en permanence de faire le lien avec ce qu'on a vécu sur le bateau en équipe. Il y a une rivière. Cette rivière, c'est votre marché. C'est le marché des banques. C'est un marché plein d'écueils. Le pire, sur une rivière, c'est d'être à la vitesse du courant. C'est ce qu'on appelle être en inertie. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait le marché? Il vous emmène où? Là où il veut. Là où il veut. Et généralement, en tout cas sur la rivière, c'est là où il ne faut pas. Il s'agit de transformer la mentalité d'exécutant, la mentalité de salarié en une nouvelle mentalité qu'on pourrait appeler une mentalité d'intrapreneur, c'est-à-dire être un entrepreneur, mais à l'intérieur de l'entreprise. Il faut que chaque collaborateur se mette à écouter les clients, à observer la concurrence, à voir comment est-ce qu'on peut améliorer le travail, le rendre plus performant. Depuis les années 50, la production a certainement doublé. Dans les années 50, on produisait environ 150 œufs par poule. Aujourd'hui, on parle de 300 œufs produits par poule. De mon expérience à moi, depuis 1978, on est parti de 18 douzaines d'œufs à 24-25 douzaines d'œufs produits par poule par année.
On demande toujours plus, c'est vrai. On sollicite beaucoup les cadres, ce qui est bien. Je crois qu'on utilise plus une terminologie qui comprend des mots comme prendre conscience, faire face à la réalité, se réveiller. Quand on entre, je dirais, dans des années de turbulence, faut savoir agir. Donc l'enjeu des années 93, 90, de manière générale, seront les années réactiques, à mon avis. C'est-à-dire la capacité à réagir au plus vite. Pourquoi? Parce qu'on peut moins planifier, à long terme. Everything is rush here in California. People try to get somewhere fast. Customers give you deadlines. You can't be late or you lose. The cycle of products for computers is very short, so you have to work as fast as possible to get the next product out. Well, you want to work smarter. Harder doesn't win, smarter does. And what is smarter? Thinking of what customers will want next year or the year after so that you have it before your competition can think of it. Dans l'informatique, les gagnants sont ceux qui peuvent anéantir leur propre produit par un nouveau produit avant que les autres ne le fassent. J'ai des diplômes en physique, en chimie, en génie électronique. Mon temps libre, je l'ai toujours passé à travailler sur le casse-tête le plus difficile au monde, la puce. Aujourd'hui, je dirige une compagnie de puces électroniques de 1200 personnes en plein cœur de Silicon Valley. Qu'est-ce que je peux désirer de plus? J'aime la bagarre. C'est ce qui me plaît dans le commerce. Si je rentre du bureau à 9h ou 10h le soir, ce n'est pas parce que je suis débordé de travail, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Lire? Rester assis sur le divan? Mon travail, c'est ce qu'il y a de plus passionnant au monde. Dans les années 80, le défi, c'était la qualité. Les Japonais ont d'abord gagné cette guerre. Aujourd'hui, le nouveau défi, c'est la réduction du temps de production. C'est simple, vous divisez votre projet en petites parties et vous essayez de couper de moitié le temps de production de chacune des parties. Nous réussissons maintenant à fabriquer des produits en 9 mois, alors qu'avant, ça nous en prenait jusqu'à 15. On a gagné en temps d'engraissement au moins 12 à 14 jours au cours des 10 dernières années, ce qui représente une journée point 2 environ par année de temps d'engraissement de moins pour chaque part. C'est sûrement plus difficile pour les animaux parce qu'on les pousse à l'extrême. À ce moment-là, ça lui demande plus de capacité des membres pour supporter une carcasse qui produit plus vite un poids pesant. C'est très dur ici. On travaille toujours avec des échéances très serrées. Il y a beaucoup de compétition. On est toujours sur la corde raide. En fait, c'est très excitant. C'est le défi de ce genre de travail. Il y a de la pression, c'est sûr, mais c'est stimulant. Pour moi, les gens sont des cerveaux. Et il faut faire en sorte qu'ils donnent le maximum parce qu'ils coûtent très cher.
On parle beaucoup ici de skier sur l'avalanche. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on demande de plus en plus aux gens et aux organismes de skier ou, si vous voulez, de se maintenir sur la crête du changement. Pour y arriver, il faut être vraiment très bon. Mais on demande aujourd'hui à de plus en plus de gens de le faire et on leur demande de le faire tous les jours, jour après jour. On leur demande de la performance et encore de la performance. Je crois que les gens ont de plus en plus peur, qu'il y a une inquiétude qui se développe, qui est liée au poids de ces exigences, qui sont beaucoup plus fortes qu'auparavant. L'entreprise s'est promue elle-même comme un espace de réalisation personnelle. Sur le plan positif, je crois que ça correspond à une demande générale dans la société de reconnaissance de soi, personnellement, qui n'est pas spécifique à l'entreprise, mais l'entreprise c'est quand même le lieu de travail, donc c'est extrêmement important. Mais ça n'est pas sans entraîner un certain nombre de problèmes. Donc, par exemple, pour ce genre de stage, en général fondé formellement sur le volontariat, informellement, ça peut être une exigence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une sanction ou non, on est sur le regard d'autrui. On m'a proposé ce stage en me disant tu viens parce que nous faisons tout un travail sur l'équipe. Et puis la première condition pour y participer, c'était de savoir nager. Je lui ai dit je ne peux pas venir, je ne sais pas nager, je ne suis pas du tout à l'aise dans l'eau. Je n'avais pas du tout l'intention d'apprendre ces 2 derniers mois. C'était pas le but que je m'étais fixé. Et puis finalement on en a discuté. Et, je crois que les enjeux découlant de cette semaine de travail étaient trop importants. Je me suis dit je vais faire un effort, je vais venir. Les équipes ne travaillent bien que si on leur demande des efforts extraordinaires. La fierté de l'homme s'exprime dans la réalisation de quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'était vrai dans le passé et ça l'est encore plus aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas le faire, on va trouver quelqu'un qui peut. De notre côté, au CIEQ, on travaille pour avoir des taureaux qui sont meilleurs d'année en année. Et puis la compétition fait que c'est pas n'importe quel taureau qui rentre ici. On sélectionne les mères de ces taureaux-là, on fait les meilleurs accouplements possibles pour que dans quelques années, le producteur va travailler avec le potentiel génétique qui va être le meilleur disponible à ce moment-là. Et puis un taureau qui répond pas le jour que les épreuves arrivent ici, on les élimine. Être efficace, c'est faire la même chose avec moins de gens. Ce qui veut dire que dans les années 90, nous allons voir de plus en plus de licenciements. Des entreprises qui ont une bonne productivité continuent à licencier. C'est-à-dire qu'on n'a pas la contrepartie, on n'a plus la contrepartie du deal, c'est-à-dire défoncez-vous, impliquez-vous et l'entreprise survivra et vous allez garder votre emploi. Aujourd'hui, c'est défoncez-vous, mais il n'y a pas de garantie pour vous. Je suis allée chez Via Rail parce qu'on est venu me chercher et j'ai travaillé là pendant 9 ans
Au bout de 9 ans, les coupures ont commencé. Et puis là, il y a un coupé une fois. Puis là, nous, on travaillait 2 fois plus fort. Mon équipe était merveilleuse. On travaillait tous ensemble. Là, ils ont coupé encore une fois. On travaillait encore plus. On était à 300% dans notre production. On disait, peut-être on va être chanceux, ils ne nous couperont pas, nous. Et malheureusement, à la 3e coupure, j'y ai passé. Avec ça, je me suis retrouvée là, pour ma première fois dans ma vie, sur le chômage. Moi, en génie mécanique, j'ai pas réussi à trouver d'emploi depuis que je suis sortie de l'école. J'ai travaillé en informatique, en génie municipal, puis j'ai fait de la rédaction technique, mais en génie mécanique, ça fait presque 2 ans que je cherche. Il y en a pas. Ou, comme dit Véronique, les exigences sont trop longues. Le marché de travailleurs est tellement grand que les employeurs en profitent. Alors, ils disent, ils allongent leur liste d'exigences, puis ils se disent, si toi, tu la remplis pas, on va trouver quelqu'un qui va la remplir. Il n'y a pas de problème, il y a tellement de gens. Moi, je suis une personne énergique. Je ferais n'importe quoi pour avoir un travail. Et puis, une fois que je suis là, je ferais n'importe quoi pour le garder. Bien sûr, le calcul des économistes qui dit il faut dégraisser les effectifs, comme on dit, le calcul est juste. Mais au point de vue national, c'est une catastrophe, puisque ces gens-là vont se retrouver au chômage, vont coûter très cher, vont en faire une dépression nerveuse, vont coûter cher en maladie. Et quand on fait le bilan global, évidemment, c'est un bilan négatif, mais que, à courte vue, il était positif pour un tout petit morceau de la société. Malheureusement, les décisions sont prises par des gens à courte vue. Est-ce que tu as l'espoir d'avoir un emploi stable avec un salaire qui rentre à toutes les semaines pendant 3-4 ans? J'espère. Mais quand tu regardes autour de toi, est-ce que tu penses que c'est possible? C'est un espoir? Autour de moi? Non, pour moi, c'est cuit. C'est cuit. Je comprends pourquoi il y en a qui vendent de la drogue, ils vendent du shit, tout ça. C'est normal. Mais c'est normal, il n'y a pas de boulot. On cherche, même quand tu veux chercher du boulot, il n'y a pas. Qu'est-ce que tu veux voulez? On cherche. Je vous dis franchement, moi, je cherche même plus, tu vois. Je cherche même plus. Ce qui va arriver demain, OK, on peut le prévoir, mais ce qui va arriver dans 3 semaines, moi personnellement, je ne sais pas. Fait que c'est pour ça qu'on se force là au jour le jour. On survit mieux de même, moi je trouve. Il est de plus en plus difficile de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que nos enfants doivent avoir les meilleurs outils pour y survivre, pour réussir et pour exceller, si c'est ce qu'ils désirent. Good girl. Great. Okay. And Alex. Now, come back to the middle bar and let's do a couple of pull-ups, all right? I'll spot you. We will start with some of our physical... Le matin, on commence par des exercices physiques, des brachiations, des redressements assis, des tractions pour réchauffer les muscles. Right. Straight legs, up, 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 all the way up. Good girl. And one more. Okay. Pull. Up, 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 up. Excellent. And last one. If it is in the summertime... L'été, on sort pour courir. Elle court 2 ou 3 milles tôt le matin, quand il fait frais. Et puis on revient à la maison pour faire notre programme intellectuel. Let's take a look at some paintings by Miro, okay? The Village of Montreuil, ceramic plate, study for the portrait of Mistress Mills in 1750. Nude composition, the carbide lamp, the moon, the hunter. At lunchtime, à midi, on étudie les langues étrangères à table. On fait aussi de la géographie. Nous trouvons que c'est un bon moment pour introduire de l'information. Nous avons aussi des conversations sur des sujets déjà abordés.
Rémi aime beaucoup la mythologie, alors nous parlons des différentes religions dans le monde et nous les comparons. Okay, you have to read the clues. The gods of the ancient people of this country included Ra, the sun god, and Osiris, the king of the dead. Do you know what country it is yet? Europe? It's a continent, would it be? And the river is the Nile River. The capital is Cairo. By giving a child visual, auditory, Si on donne à un enfant des stimulations visuelles, auditives et tactiles, en augmentant graduellement la fréquence, l'intensité et la durée, on accroît le volume du cerveau. Nous avons toujours perçu la croissance du cerveau comme une donnée immuable. Mais ce que nous faisons ici a remis tout ça en question. L'Institut offre un séminaire d'une semaine aux parents intéressés à en savoir plus sur le programme. En m'inscrivant à ce séminaire, je me donnais la possibilité d'enseigner très jeune à mes enfants, quand c'est le meilleur moment pour apprendre, quand le cerveau est en pleine croissance, pour leur permettre de réaliser tout leur potentiel. R divided by, where's the divided by? That's it, divided by 22. Very good. How about C minus 4? The purpose of the institutes is to Le but de l'Institut est de produire des enfants hautement productifs qui aiment la vie et les êtres humains. love life and who love human beings. Le problème, voyez-vous, c'est que les gens ont une relation d'amour et de haine avec l'intelligence. Par exemple, si je demande à un auditoire, pensez-vous que nos enfants devraient être en meilleure santé? Tout le monde va dire, bien sûr. Et si je demande, pensez-vous qu'ils devraient être plus forts? Bien sûr. Mais si je demande, pensez-vous qu'ils devraient être plus intelligents? C'est le silence soudain. Tout le monde réfléchit. Je trouve cela très étrange. Qu'est-ce que c'est? Le panda. Oui, où est le panda? Panda wa doko desu ka? I started with my son when he was 18 months old. J'ai commencé avec mon fils à 18 mois et avec ma fille dès la naissance. Quand ils sont très jeunes, le programme est extrêmement rapide parce qu'il faut introduire de l'information. Une information très factuelle, comme vous avez vu sur les cartons, et qu'on appelle des bits d'information. Zo wa ringo to banana to suika o tabete imashita. Ne, suwate. Kusa no ha ni kakurenbo suru kaeru kana isa. Children, despite what everybody says, would rather learn. Les enfants, malgré ce que tout le monde en dit, aimeraient mieux apprendre que manger. Ils aimeraient mieux apprendre que jouer. Take a bow. Is there other things that you would like to do Yes. that you don't do now? Well, yes. Can you give me an example? Well, maybe things that I did when I was young that I didn't do now, and those are the things I don't do now. For example? Well, ask my mom. We teach children to read. We teach them to play. Nous apprenons aux enfants à lire, à jouer du violon, à opérer les ordinateurs. Nous leur enseignons les mathématiques, la gymnastique olympique. De quoi pensez-vous que cela les prive? And what would you think that would deprive them of? Nous leur enseignons ces matières avec enthousiasme, d'une manière amusante. Et les enfants trouvent cela fantastique. De quoi pensez-vous que cela les prive? What would you propose that would deprive them of? Nous allons respirer par le nez. 3 bonnes respirations. Allez, on y va. Et on expire par la bouche. Vois un grand écran tout blanc devant toi.
Vois tout ton corps sur l'écran de cinéma. Vois-toi bien fort. Vois-toi capable de réussir. Et tu te sens très heureux. Oui, moi, en clinique, là, je vois beaucoup d'enfants qui viennent me rencontrer parce qu'ils vivent de la tension, du stress. On voit de plus en plus d'enfants, par exemple, qui ont des maladies psychosomatiques. Alors, des ulcères d'estomac à 7-8 ans, on en voit maintenant, ce qu'on ne voyait pas avant. Des enfants qui ont des tics nerveux, qui sont... Bon, disons, c'est sûr que ceux-là, là, c'est évident là, que le stress est important, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui viennent consulter, soit pour des difficultés à l'école, des difficultés d'apprentissage ou de comportement, qui sont très inquiets de ne pas réussir parce que socialement, actuellement, on a beaucoup de pression pour la réussite comme à tout prix. En deuxième, le numéro 223, Penlow, Gale Jethro, propriété de David Crack. Troisième, le numéro 218, Trent Valley Mirella, propriété de Jacques Dubois et Fils. La grande championne est le numéro 233, Warden Mackie. L'utilité, c'était la meilleure productrice et la beauté était la grande championne. C'est vraiment un couronnement pour cette bête-là aujourd'hui. C'est exceptionnel. Vous savez, les Japonais se comparent souvent eux-mêmes à des abeilles ouvrières. On parle ici d'employés enragés. Eh bien, mon mari était comme ça. Le travail était tout pour lui. En fin de compte, sa compagnie s'est servie de lui. Il s'est surmené au travail et finalement, il est mort de karoshi. On appelle karoshi, ou mort par excès de travail, un phénomène qui frappe particulièrement les hommes de 20 à 60 ans dans la période de leur plus grande activité professionnelle. Ils meurent subitement d'hémorragie cérébrale ou de crise cardiaque, mais avec ceci de particulier, que la mort survient à la suite de très longues heures de travail et à cause de la pression, du stress relié au travail. Votre signature, s'il vous plaît. Il est impardonnable de voir l'État et les entreprises faire si peu de cas des travailleurs. Ce sont pourtant ces mêmes travailleurs qui ont sorti le Japon des ruines de la Deuxième Guerre mondiale pour en faire un pays qui peut se vanter aujourd'hui d'être la seconde puissance économique du monde. En 89 et en 90, on a fait faire à mon mari une quantité astronomique d'heures supplémentaires. Pas moins de 1800 heures par année, ce qui veut dire des semaines de 75 heures pendant 2 ans. En 91, il est mort subitement. C'est l'excès de travail qui l'a tué.
ces poules-là, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ces poules-là sont mortes d'un syndrome de mort subite. Le syndrome de mort subite, c'est dû, premièrement, je crois, à un stress qu'il y a dans les élevages intensifs comme il y a ici dans les poulaillers. Et aussi, on prétend, à cause d'une alimentation tellement énergétique, ainsi qu'à la génétique des dernières années qui a fait produire des poulets très performants. Je ne croyais pas que ça pourrait arriver à mon mari. Mais après un de ses nombreux voyages d'affaires, c'est un cadavre qu'on m'a ramené à la maison. Cette façon de mourir, comme assassiné par son entreprise, ça ne devrait pas exister, où que ce soit dans le monde. L'effervescence économique est tombée aujourd'hui au Japon. Les entreprises diminuent leur personnel, mais la quantité de travail ne diminue pas pour les autres. Même pendant la récession, le temps supplémentaire continue. Les clients de notre hôtel sont des employés qui sortent tard de leur travail et qui habitent loin. Alors, pour éviter les frais de taxi, ils viennent dormir ici et le lendemain matin, ils repartent directement à leur travail. C'était un 23 décembre et tout le personnel était parti. À l'époque, j'étais haut fonctionnaire, j'étais PDG d'une société d'État. Et je me suis retrouvée toute seule comme une gourde dans ce bureau silencieux. Il était 7 heures du soir. Et là, je me suis vraiment demandé ce que je faisais de ma vie. Et je me suis rendu compte que le travail occupait tout mon temps. C'est là où j'ai décidé de faire un arrêt qui ne serait pas de 15 jours, mais de faire un changement radical de cap. Je me suis retrouvée à avoir du temps à moi. Et puis je me suis demandé ce que c'était que du temps perdu finalement. Il semblerait que du temps perdu, c'est du temps où on ne gagne pas d'argent, où on n'en fait pas gagner à quelqu'un. On n'en fait pas gagner au système. Dans la société dans laquelle on vit, on est défini par son travail. Je m'en suis rendu compte après une absence. J'ai quand même vogué sur les mers pendant 5 ans. Et quand je suis rentrée, après avoir été une workaholic, j'étais une chômeuse. Et les gens me demandaient « Ah, bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? » Et je savais très bien que quand on me demandait « Que fais-tu? » Parce qu'on ne voulait pas savoir ce que je faisais, ce que je lisais, quelle pièce de théâtre j'allais voir. On voulait savoir quel travail j'accomplissais, quel était mon rôle dans la société. La question du qui suis-je aujourd'hui, elle passe nécessairement par l'acte, par un faire, par un type d'action. Parce que toute la tendance, de longue durée des sociétés occidentales, du point de vue des sensibilités collectives, c'est la vie active. C'est la vie active, ça ne se joue pas dans une contemplation ou dans quelque chose comme ça. Et donc, nécessairement, la question du qui suis-je aujourd'hui est celle du qu'est-ce que je fais? Que fais-je?
Donc, performer pour survivre, pour que notre société survive, c'est très joli, mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est assurer la survie du système. Et puis, on s'en va tous un peu plus vite au jour de notre mort. Est-ce qu'on est vraiment si pressé? Doit-on adapter la personne à la situation ou la situation à la personne? Je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Je crois qu'il y a un compromis entre les deux. Ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici, ou très peu, c'est d'apprendre comment adapter la personne à la situation. On a beaucoup fait pour améliorer les processus de fabrication, pour améliorer les produits, et maintenant nous devons améliorer les gens. Parce que c'est le maillon faible du système. Quand les gens d'entreprise sont fatigués, quand même dans certains cas, ils approchent d'une certaine limite de l'épuisement, ça devient un stress qui est peu productif pour une entreprise. Si on parvient à inculquer chez ces gens-là rapidement des techniques de récupération, on va certainement éviter un pourcentage important de gens qui viendraient épuiser éventuellement ou littéralement en burn-out. Vous allez participer bientôt à un voyage intérieur extraordinairement riche et émouvant. Quand on parle, par exemple, d'enseigner un individu à relaxer, la plupart des gens ont l'impression que c'est un parcours qui va prendre beaucoup de temps, des mois, dans certains cas des années. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les techniques, les appareils induisent instantanément ces états de détente-là. Ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que les gens vivent toutes sortes de stress associé au travail ou essayer d'équilibrer leur vie. Et souvent, il faut juste une petite piste pour les remettre en contact avec ce qui est pour eux leur propre équilibre. Le syndrome du porc stressé, c'est un gène, ça. C'est pas tous les cochons qui ont ça. C'est un petit pourcentage. Mais quand ils sont réacteurs à ça, ça produit un porc dont la viande est moindre de qualité à l'abattoir, une viande exudative qui appelle est plus rosée pâle, est plus juteuse. Puis ça produit des pertes aux abattoirs, ça. Le fait de lui faire ressentir rapidement ce qu'on veut qu'il devienne a un impact majeur chez l'être humain. Quand la personne installe le stimulateur photique, le casque d'écoute et éventuellement l'oxygène, la personne ressent un état de bien-être. Et on s'apparente beaucoup à ce qu'on appelle la virtualité, de virtual reality, finalement qui est une technique qui permet à l'individu de ressentir instantanément une émotion qu'on veut lui faire adopter. Dans cet état-là, on peut programmer, entre guillemets, l'individu à des performances assez spectaculaires. Il y a un côté en moi qui souhaiterait que les gens n'aient pas à skier sur l'avalanche, parce qu'en tant que psychologue, j'en vois les conséquences, j'en soigne les blessés, et souvent ça ne sert qu'à limiter les dégâts. D'un autre côté, les gens doivent bien survivre, gagner leur vie, et s'ils veulent une bonne qualité de vie, alors nous essayons de les aider parce qu'ils sont soudés à la situation. Et la situation, elle, n'est pas sur le point de changer. Oh, il y en a qui décrochent, qui achètent un vignoble et qui disent « je vais investir dans une pépinière ou je vais planter des arbres pour le restant de mes jours ou je vais faire de l'aménagement paysager ». Il y en a qui démarrent un zoo. Les gens d'ici font plein de choses pour décrocher. Mais ceux qui veulent continuer dans le système, s'ils veulent continuer,
Nous pouvons les aider à ne pas craquer. Plutôt que de laisser l'avalanche les submerger, nous leur disons, si vous voulez skier sur l'avalanche, alors apprenez à skier sur l'avalanche. Vous pourriez commencer avec un combiné contenant une série de vitamine B, d'acides aminés et de précurseurs de choline, ou, si vous préférez la substance à l'état pur, l'acide paraglutamique ou encore le DMAE pourrait vous aider à améliorer votre performance mentale. Ce médicament est recommandé dans les cas de Parkinson, mais je le prends pour être plus dynamique et améliorer ma vie sexuelle. Celui-ci n'est pas approuvé aux États-Unis, mais ailleurs, on l'utilise pour améliorer les facultés cognitives et c'est pour ça que j'en prends. La nimotopine traite les symptômes du vieillissement, mais elle peut être utilisée aussi pour améliorer les facultés cognitives. Les médicaments peuvent améliorer les processus pathologiques, mais ils peuvent aussi améliorer les processus non pathologiques. On peut prendre un médicament quand on est malade pour aller mieux, et on peut prendre le même médicament quand on va bien pour aller encore mieux. Si quelqu'un m'avait dit, avant ma première compétition de cyclisme professionnel, que j'allais prendre des drogues, j'aurais bien ri. Parce que, sans me considérer comme un saint, j'étais un bon Irlandais catholique et j'avais mes principes. Je ne voulais pas prendre de drogue. 4 ans plus tard, eh bien, j'en avais pris. Je vous ai attendu pour prendre ma dose quotidienne. C'est aussi simple que ça. Tous les jours, je prends environ 15 pilules différentes. Je les mets dans une boîte à petits casiers pour les identifier et prendre celles du matin et celles du soir. À mon tout premier Tour de France, j'ai commencé la semaine en meilleure forme que jamais. Je pense que je n'ai jamais mieux roulé de ma vie. J'étais 9e à l'étape et tous mes rêves devenaient réalité. Mais la deuxième semaine, ça s'est gâté. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai participé à une course contre la montre. J'ai roulé comme jamais auparavant. Et quand j'ai eu ma feuille de résultats, j'étais un des pires cyclistes de l'équipe. Ça a été un choc parce que j'étais complètement éreinté. Je me suis effondré sur mon lit à l'hôtel. J'avais mal partout. Et je me souviens avoir vu l'arrivée des meilleurs cyclistes à la télé. Ils venaient tout juste de terminer et j'ai vu leur temps. J'étais des minutes et des minutes derrière eux. Je pensais, mon Dieu, ces gars-là ne sont pas humains. Comment font-ils? Et la réponse sautait aux yeux. Alors ce soir-là, quand le soigneur m'a demandé « C'est ce soir qu'on fait quelque chose, Paul ?» en voulant dire « Est-ce que tu veux une injection de vitamines ?» J'ai dit oui. Je me suis dit « C'est impossible de continuer comme ça. C'est le temps de redescendre sur Terre. » Pour moi, c'est une question de survie. Il faut être compétitif dans un monde de compétition. Je dois pouvoir travailler à mon ordinateur 12 heures d'affilée pour écrire mes livres, publier, sans crever sous la pression et le stress. Après mon second Tour de France, j'ai été invité à un critérium cycliste, une course sans contrôle de dopage. J'étais dans une chambre d'hôtel en train de me changer et un de mes coéquipiers a sorti de petites ampoules remplies d'un liquide transparent. Je savais que c'était des amphétamines. Laissez-moi vous dire que ça fonctionne. 15 ou 20 minutes après l'injection, je me suis senti changé. J'étais intimidé par la course, inquiet de ma performance. Tout à coup, je me suis mis à avoir hâte de sortir de l'hôtel, de sauter sur mon vélo. J'étais impatient de donner le premier coup de pédale.
de tenter une première attaque, parce que je me sentais absolument invincible. J'avais la maîtrise complète de moi-même. Depuis que j'ai commencé à prendre ces médicaments, les inventions que j'ai mises au point ont augmenté. C'est une nécessité dans mon domaine. Je dirige une société spécialisée en électronique et pour être efficace, je dois offrir les meilleurs concepts. Et les pilules ont fait vraiment une différence énorme. C'est un courant mondial et c'est assez intéressant. Depuis 1990, l'engouement pour ces drogues est en train de devenir international. De l'Australie et de l'Europe jusqu'au Canada et aux États-Unis où maintenant ça progresse. Parmi nos membres, il y a des policiers, des enseignants, des programmeurs, des médecins, des pilotes de ligne, des enfants. Nous ne pourrons pas éviter que ça devienne relativement courant. Je pense que pour les compagnies pharmaceutiques, les compagnies qui fabriquent ces médicaments, ça sera une véritable mine d'or. On devient limité dans nos augmentations de temps d'engraissement. Là, plus qu'on s'améliore, plus c'est difficile. Mais c'est possible d'améliorer encore, oui. J'étais prêt à certaines choses pour atteindre mon but, pour arriver au sommet. Mais la drogue, les stéroïdes, non. J'ai décidé que si jamais j'en arrivais là, j'abandonnerais le sport. Parce que on peut courir le Tour de France, on peut rouler 7 heures par jour, chaque jour, pendant 3 semaines, sans drogue, même sans aucun supplément. On le fait juste moins vite. Ça ne change pas le défi. Je crois dans l'évolution de la société telle qu'on la perçoit en ce moment. Peut-être aussi avec comme révélateur cette crise économique, c'est probablement le grand défi qui nous est lancé d'ici à l'an 2000. C'est comment marier les aspirations, les besoins en termes de loisirs, d'évolution, de développement personnel et la finalité de l'entreprise qui, en tout dernier ressort, est de gagner de l'argent et de gagner des parts de marché. Et donc, dans ce sens-là, extrêmement dur et compétitif. Entrer en compétition, c'est vouloir être un gagnant. Mais un gagnant, nécessairement, c'est entouré de perdants. Car le mot n'a plus de sens si on ne regarde pas le gagnant comme un fabricant de perdants. Par conséquent, un fabricant d'exclus. Et la religion du gagnant d'aujourd'hui devrait s'appeler la religion du perdant ou de l'acceptation des perdants. J'ai peur d'un siècle qui vient où l'on va tout sacrifier à l'économie. Or, les économistes tiennent des raisonnements très compliqués et l'homme de la rue n'arrive pas bien à comprendre. Il ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Alors du coup, il y croit. Parce que finalement, les curés parlaient latin parce que de telle façon qu'ils n'étaient pas compris et on pouvait d'autant mieux les croire. Et finalement, quand on veut être cru, le mieux c'est d'employer un langage ésotérique. Alors maintenant, on ne cherche plus à parler latin, mais on parle mathématiques. Mais ça ne fait que camoufler
le plus souvent un vide conceptuel total. Nos valeurs sont totalement faussées. Quand je regarde combien on paye une gardienne d'enfants, combien est payée une femme au foyer, ce sont les gens les plus mal payés de notre système, en tout cas en Occident. Et combien on paye ceux qui gardent notre argent, c'est-à-dire les fiduciaires, les banquiers, les fiscalistes et tout ça. Je pense que l'avenir, il va falloir avoir des porcs super jambonnés parce que c'est des produits que le consommateur aime, puis nous autres, sommes capables de le produire en plus grand volume sur le même porc. Ça va être plus avantageux pour tout le monde. Okay. L'avenir se tourne vers ça, je pense.